Le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro du WAMcast, le podcast de WAM Référencement. Alors le WAMcast, qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout simplement, c'est un tour d'horizon de tout ce qui fait le SEO, que ce soit son actualité, le data, le contenu, les relations presse, etc., etc. On a déjà fait un premier numéro qu'on vous invite à aller écouter. C'était un retour sur le Search Love 2019 qui s'est tenu à Londres au mois d'octobre. Aujourd'hui, un plateau 100% masculin pour ce deuxième numéro. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Brice, assistant chef de projet SEO, Elder, responsable RP et partenariat, et David, le directeur et le fondateur de WAM Référencement. Bonjour à tous les trois messieurs. Et pour commencer, je me tourne vers David justement. Google a annoncé la mise à jour de ses guidelines à destination des quality writers. Alors deux choses. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler le rôle des quality writers ? Et puis nous expliquer plus concrètement en quoi ça te semble important pour le SEO. Ouais, c'est une grosse actualité dans le SEO parce que Google devient un petit peu plus bavard sur son concept EAT. En fait, ça peut paraître anodin à première vue parce que les guidelines de Google, c'est un pavé de plusieurs centaines de pages que tout le monde, tous les SEO ont imprimé au moins une fois dans leur vie de SEO, mais qui finit par prendre la poussière sur les étagères. En réalité, voilà le rôle que joue ce document sur les résultats de recherche de Google. En fait, Google utilise ces Search Quality Rate Guidelines pour former des milliers d'évaluateurs humains, les Quality Writers, répartis un peu dans le monde, ils sont au moins 10 000. Et ils analysent en fait des exemples concrets de résultats de pages de Google et des pages web qui y répondent afin d'évaluer leur qualité globale. Les informations qui sont recueillies par ces évaluateurs et ces évaluations, elles sont ensuite comparées et utilisées pour améliorer l'algorithme de Google. Oui, ces fameuses directives, du coup, elles sont mises à jour 1 à 2 fois par an. C'est exactement ça. Et là, très récemment, Google a fait des ajustements sur ce qu'il considère être des contenus de bonne ou de mauvaise qualité. Ceci afin d'être le plus concret possible dans la manière de mesurer la qualité d'un contenu. Et Google a classé ces critères de qualité en 3 parties. Le fameux EAT. Alors le E d'expertise, expertise par le contenu. Le A par autorité. Autoritativeness, si tu me pardonnes mon accent de commandant Cousteau. Tu reviens de Londres en plus, donc tu as pu travailler l'anglais. Et le troisième, c'est trustworthiness, que j'ai envie de traduire par fiabilité, qui me semble le plus juste. Donc c'est ça l'acronyme EAT. En fait, il faut voir EAT comme le nouveau paradigme de Google, qui remplace le vieux triptyque technique, contenu et lien. D'accord, donc en gros, moi, si je suis marketeur, je dois considérer qu'en fait, le contenu, c'est la pierre angulaire d'un référencement naturel sur Google, quoi. C'est de là que tout part, en fait. Absolument, son rôle et son importance ne cessent de croître, notamment dans ces fameux critères évalués par les Quality Writers. Concrètement, ils vont évaluer la pertinence des informations publiées sur les pages parcourues. Et par extension, la capacité à faire confiance à ces marques sur la base du contenu publié. En somme, comprenez que plus le contenu sera informatif et utile aux yeux des internautes, mieux vous serez considéré par les évaluateurs et donc par extension par le moteur de recherche. Tu as compris, ces critères d'évaluation sont de plus en plus pointus. Oui, c'est louable de la part de Google. Pour rester concret, justement, comment Google fait le tri dans tous ces contenus ? Est-ce qu'il y a des domaines plus surveillés que d'autres, par exemple ? Oui, c'est une excellente remarque. Effectivement, il y a bien des différences. Le paradigme est particulièrement important pour des sites qui impliquent le portefeuille, on va dire, de l'utilisateur ou la santé des internautes. Ce que Google appelle les Your Money, Your Life websites. YML, on peut appeler ça comme ça. La pertinence et la véracité du contenu doivent y être plus importants qu'ailleurs. De cette manière, l'essentiel des mises à jour de Google depuis août 2018 se sont vraiment focalisés sur l'aspect EAT de ces sites un peu sensibles. Et pour en revenir à l'actualité, ces directives ont donc été remises à jour par Google. Et du coup, comment est-ce qu'elles impactent les résultats dans le temps ? C'est là que ça devient intéressant. L'analyse de ces ajustements est particulièrement judicieuse pour votre stratégie SEO sur Google. En effet, ces ajustements précèdent très souvent les mises à jour effectives de l'algorithme de Google.
Elles sont d'ailleurs maintenant, et c'est nouveau depuis quelques mois, annoncées par Search Liaison via Danny Sullivan sur Twitter. Et est-ce que tu pourrais nous citer une ou deux améliorations du contenu à déployer pour être justement mieux considéré dans Google après cette mise à jour ? Ouais, soyons plus concrets, effectivement, tu as raison. L'une des informations que j'ai trouvées les plus intéressantes concerne le niveau d'expertise, d'autorité et de fiabilité de l'auteur d'un contenu, et en particulier pour les sites d'actualité, qui plus est dans un domaine, par exemple, scientifique. Je te donne un exemple, le contenu d'un auteur dont l'expertise est avérée, reconnue par ses pairs et qui recueille des bons avis de la part des lecteurs, par exemple dans le secteur de la science dont je parlais, sera considéré désormais comme un contenu de haute qualité, donc bonifié finalement. C'est pour Google une manière de trier vraiment le bon grain de livret dans ses résultats lors d'une recherche d'un utilisateur. D'accord, donc la réputation de l'auteur est importante. J'imagine du coup que la marque qui abrite l'auteur, elle est tout autant. Oui, tu as tout à fait raison. C'est d'ailleurs même surtout cette entité-là qui est particulièrement regardée. C'est la marque qui abrite tous ces contenus. Par extension, la marque qui abrite le blog et son auteur. Je te donne un exemple. Si l'on cherche la marque dans Google, finalement, on demande à l'évaluateur combien de résultats obtient-on. Est-ce que la marque obtient des mentions dans la presse, via des relations presse, des avis également, et de quelle tonalité, et si elle a des mentions dans la presse, depuis quelle presse. Est-ce que tu aurais d'autres exemples un peu plus précis au niveau du contenu ? Par exemple, moi je suis rédacteur chez WAM, je rédige des contenus tous les jours. À quoi concrètement je dois prêter attention quand j'écris ? Oui, alors il y a beaucoup de critères, mais je vais en prendre certains qui me semblent primordiaux dans la rédaction de contenu. Déjà, il y a la fréquence de publication, la capacité de la marque à couvrir son sujet avec régularité. Ensuite, il y a la fraîcheur de ce contenu, la capacité de la marque à le remettre à jour, et notamment en fonction de l'actualité. Voilà, ce sont deux éléments qui sont des critères indispensables à la qualité. Puis pour être plus concret encore, pour juger le fond d'un article de blog, on peut lister vraiment ces deux exemples que je vais lire, qui sortent directement des guidelines de Google. Question, identifier 2-3 déclarations factuelles dans ce contenu. Pensez-vous qu'elles sont exactes ? Tu vois, ça prend tout son sens, notamment quand tu es dans un domaine scientifique, par exemple. Donc, les guidelines de Google, il dit, lors de la vérification, de la véracité des faits, je vais y arriver, recherchez des sites web tiers tels que Wikipédia dans Google et comparez-les. Voilà. Un autre point, est-ce que le contenu est pour tout ou partie copié, simplement reformulé ou disponible ailleurs ? Et la guideline de Google, vous copiez-collez une phrase de texte du contenu principal, vous la mettez dans Google Search, vous ajoutez des guillemets, vous lancez la recherche et vous regardez s'il y a des contenus qui sont proches, très proches, trop proches, quoi. Et si c'est vraiment très proche, finalement, quelle est la source originale ? Est-ce que l'un a une date antérieure ? Dans ce cas-là, on prendra plutôt cette source-là comme étant la source originale. Alors également, est-ce que la source est-elle clairement le site le plus autoritaire connu pour la création du contenu original, parce que c'est un magazine professionnel, etc. D'accord, ouais, donc déjà ça éclaire un petit peu plus sur les aspects concrets des EAT. Justement, toi, tu évalues à combien le nombre de ces critères de qualité ? Quand tu analyses le document, ça te permet finalement de pouvoir auditer un site web et ses contenus sur à peu près, je dirais, une centaine de critères. Et pour savoir si finalement ton site web et ses contenus vont passer ou non la norme ou la qualité EAT. D'accord, ouais, donc une centaine de critères, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que si je suis marketeur, je dois commencer un peu à flipper pour mes classements ? Non, en fait, il faut préciser que les premières mises à jour de Google sur la question de la qualité, qui date d'août 2018, n'ont pas non plus donné lieu à un tsunami dans les résultats de recherche, je veux dire globalement. Donc pour se rassurer, il y a quand même beaucoup de sites de marque qui intègrent de façon implicite déjà une bonne dose de tous ces critères parce que le bon sens et le bon sens marketing fait bien les choses. Maintenant, c'est vrai que dans les secteurs très convoités, très sensibles des Your Money, Your Life, la finance par exemple, il y a beaucoup de sites qui abusaient d'anciennes recettes pour se positionner dans Google de façon un peu opportuniste. Et puis c'est
c'est eux qui ont été les premiers touchés, ceux qui veulent aller un peu trop vite, par une baisse de trafic et de façon le plus souvent très significative du jour au lendemain. Alors que moi, je me suis amusé, par exemple, pour compléter ma réponse, à compter le nombre de fois où l'acronyme EAT est utilisé dans ces guidelines, et on arrive à plus de 200 fois. Donc ça donne quand même une indication claire sur l'importance que donne Google à cette évaluation. Ouais, donc du coup, les critères EAT doivent être au centre de l'attention des marques, et ça dès maintenant. Oui, c'est quelque chose que l'on a annoncé, tu vois, par exemple en début janvier, on avait fait nos prédictions, ce petit exercice en début d'année de SEO, et clairement, c'est maintenant que ça doit être mis en place, vérifié, qualifié, évalué, et si ce n'est pas encore fait, il faut s'y mettre. Et pour finir sur ce sujet, je vais rappeler que tu interviendras très bientôt sur le sujet. En l'occurrence, ça sera au SMX à Paris les 18 et 19 novembre prochains. Est-ce que tu veux en dire un petit mot ? L'objectif de l'intervention EAT, c'est justement de passer à l'action et de montrer concrètement comment on peut évaluer et améliorer le niveau EAT dans son site et ses contenus. Et pour cela, je serai accompagné par Maxime Gillet, qui est directeur web marketing du site Fuel Market. Fuelmarket.fr, c'est un des sites e-commerce dans le top 30 e-commerce français. Donc il y a du concret à se mettre sous la dent, et je pense que ce sera, j'espère, une belle démonstration de ce travail. Bon, on en reparlera lors d'un prochain WAMcast de toute manière. Merci David en tout cas pour ce point très complet. Elder, je vais me tourner vers toi maintenant. Toi, tu as repéré un échange autour de Google et de la pertinence de contenu. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, c'est un article qui a été publié il y a quelques semaines déjà dans Roundtable, qui a été publié donc par Barry Schwartz, et qui en fait revient sur un échange entre Danny Sullivan et Bill Slawski, qui est un SEO américain. Donc le titre de l'article, c'est Google. Donc la traduction plutôt, c'est Google : nos systèmes ne peuvent pas déterminer la pertinence d'un contenu. Et en fait, l'article revient sur un échange Twitter entre, donc, comme je le disais, Danny Sullivan et Bill Slawski, où Bill Slawski interroge Danny Sullivan donc, sur l'évaluation d'un bon contenu par l'algorithme de Google. Est-ce que l'algorithme est capable de déterminer, d'identifier un contenu plus pertinent qu'un autre, et donc ainsi de le valoriser dans ses classements et dans ses résultats de recherche? Et en fait, Danny Sullivan, ça paraît anecdotique, mais Danny Sullivan révèle que non. Il n'est pas capable, l'algorithme n'est pas capable d'évaluer la pertinence, la qualité d'un contenu. Est-ce qu'il est mieux rédigé qu'un autre ? Et finalement, ce qui fait foi, c'est ces critères ancestraux du SEO qui sont les liens, les mentions et autres, tous ces indicateurs finalement qui sont quantitatifs. Et donc en fait, Bill Slawski l'interroge en retour sur ok, très bien, vous n'êtes pas capable de déterminer la pertinence, mais vous avez cet indicateur de popularité. Et c'est là qu'il fait une erreur. Oui, tout à fait. En fait, l'autorité n'est pas du tout un indicateur de pertinence. Et pour moi, en fait, ça m'a replongé dans des discussions qu'on a eues chez WAM, qui sont en fait que dans le monde du SEO, on confond souvent trois notions, qui sont la notoriété, qui sont la popularité et qui sont également l'autorité. Ces trois notions-là, on les utilise souvent pour désigner la même chose, alors qu'il y a des nuances très marquées entre les trois. La notoriété, c'est le fait d'être connu. Quand je prends la définition du Larousse, c'est ce qui est écrit, c'est le fait d'être dans la tête des gens, d'être célèbre tout simplement. La popularité, c'est le fait d'être aimé par les gens, par une communauté, par une somme d'individus. Et l'autorité, c'est le fait de s'imposer aux autres. Du fait de ses qualités intrinsèques, on arrive à avoir une ascendance sur ses concurrents ou hiérarchiquement sur un groupe de personnes qu'on a, par exemple, au sein d'une entreprise. Si on applique ces définitions au monde du SEO, on voit plus ou moins ce que ça veut dire. La notoriété, on peut très bien évaluer ça. C'est le nombre de mentions, le nombre de liens. C'est mathématique, on arrive à le voir. L'autorité, c'est la même chose. Un site internet a certaines qualités, la vitesse de chargement, le capital de lien, le capital de mention, toutes ces choses-là, ça marche. Par contre, la popularité, moi j'ai personnellement un peu plus de mal à le voir. Pour moi, c'est le fait d'être aimé par une communauté, mais comment Google peut déterminer et identifier le fait d'être aimé par une communauté ? Et pour toi, c'est pas quantifiable, quoi. Ouais, voilà, c'est du fait du ressenti, c'est du fait de l'affect. Et c'est quelque chose que l'algorithme ne peut pas voir. Et ça rejoint un peu cet échange qu'a eu Danny Sullivan avec Bill Slawski.
Moi, mes interrogations, plutôt, c'est est-ce que l'algorithme peut voir la popularité à travers l'engagement, le CTR, le taux de rebond, tous ces critères-là qui peuvent rendre compte peut-être d'un certain affect qu'a l'internaute avec une marque. Est-ce que c'est ça que Google peut prendre en considération pour évaluer la popularité ? C'est une sensation que j'ai en tout cas. Et c'est en tout cas dans les nouveaux critères EAT dont on vient de parler avec David, ça me semble des choses essentielles puisque c'est des questions qui sont posées directement aux quality raters dans ces guidelines. Et en définitive, pour terminer, c'est la communication, et là c'est plutôt la casquette de communicant qui parle, la communication RP qu'on a à travers tous les messages qu'on peut développer auprès d'une communauté, ça joue en fait sur la popularité. Qu'est-ce qu'on dit d'une marque ? Comment ces messages sont accueillis par la communauté qui est publique de cette marque ? Tout ça, ça joue en faveur d'une popularité envers la marque. Et après, la question c'est est-ce que Google voit toutes ces choses-là, tous ces affects ? Voilà. Merci Elder. Et pour terminer, Brice, toi tu voulais nous parler de Google qui va privilégier les articles originaux à la reprise de dépêche. Oui, en effet, Google veut mettre en avant les articles originaux car il estime que c'est un travail qui nécessite beaucoup de temps, d'efforts et de ressources de la part de l'éditeur et des journalistes. Certaines histoires peuvent aussi avoir une importance cruciale dans l'impact qu'elles peuvent avoir sur notre monde et être difficiles à assembler, ce qui oblige les journalistes à s'engager dans des enquêtes approfondies pour découvrir des faits et des sources. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Google souhaite soutenir ses efforts journalistiques et aider les internautes à avoir accès aux informations les plus fiables. Donc Google a mis en place des récentes modifications afin de mettre à jour dans le classement des résultats de recherche et publications des modifications dans les consignes qui sont relatives aux critères de recherche afin de mieux reconnaître les articles d'origine, à les mettre davantage en évidence dans Google et à garantir qu'ils y restent plus longtemps. Cela signifie que les lecteurs intéressés par dernières nouvelles peuvent trouver l'histoire qui a tout déclenché et que les éditeurs peuvent bénéficier de la diffusion plus large de leurs reportages et des articles originaux. Et pourquoi Google a choisi de mettre en avant ce type d'article ? En fait, la multiplication de la reprise des dépêches AFP par les différents titres fait qu'il est difficile pour les lecteurs de trouver l'histoire originale qui a tout déclenché. Google continuera bien sûr de montrer les articles plus récents, mais dans le même temps, il mettra également en avant les sources originelles. Ces articles resteront visibles plus longtemps dans la liste des résultats de recherche, même si la définition d'un article dit original est sujette à caution. Et pour mettre en avant ce type d'article, en fait, Google va utiliser, comme le disait David tout à l'heure, des quality raters. D'accord. Du coup, concrètement, comment est-ce que Google précise ces nouvelles directives ? Par exemple, pour illustrer cette mise à jour, dans la section 5 des directives, Google demande aux évaluateurs d'utiliser la note la plus élevée, dite de très haute qualité, pour des reportages d'actualité fournissant des informations qui n'auraient autrement pas été connues si l'article n'avait pas été relevé. Un reportage original approfondi d'investigation nécessite un haut degré de compétence, de temps et d'effort. Un autre exemple qu'on peut trouver dans une section plus loin indique ceci: de nombreux autres types de sites web ont également une réputation. Par exemple, vous constatez qu'un journal avec un site web associé a remporté des prix journalistiques, des récompenses prestigieuses telles que le prix Pulitzer, et ces histoires de reportages originaux de haute qualité sont des preuves solides d'une réputation positive. Merci Brice. Alors j'aimerais juste, Kevin, réagir sur ce qu'on vient d'entendre, à la fois de la part de Brice, sur l'évaluation de la qualité des contenus émanant de la presse, et puis faire écho aussi à ce que disait Elder quant à l'objectivité finalement de cette évaluation, et puis de la place de l'affect, en fait, de l'humain dans tout ça. Ce qui est rassurant finalement à travers ce système de AT, c'est que Google fait encore appel à l'humain. On voit bien qu'une multiplicité d'algorithmes qui vont rechercher des signaux autour de ce concept EAT, d'évaluation EAT, c'est intéressant, mais sans que l'intervention des humains n'influence directement l'algorithme. Ça, nous dit-on chez Google, ça donne la voix à l'algorithme sur ce qu'il est censé répondre. Ça donne la direction. Donc il y a quand même indirectement une influence. Et si on revient sur ce dont parlait Elder, sur l'affect, sur la prise en compte du contexte, il n'y a que les humains qui peuvent faire ça. Une des questions moi, que j'ai envie de poser à Google sur cette question-là, c'est sur cet aspect-là, c'est l'objectivité, la subjectivité. Comment vous gérez ce biais dans l'évaluation ?
Je crois que c'est une question qui avait été posée par une des intervenantes au PubCon de Las Vegas à Ben Gomez, un des responsables du search à Google. Et puis il avait fait une réponse un petit peu rapide à l'emporte-pièce même, en disant voilà, mais finalement dans la masse, tout ça est lissé, la subjectivité, c'est pas très grave parce qu'en plus il n'y a pas de relation directe avec notre algorithme. Je trouve que c'est pas une réponse très très claire. Est-ce que ça masque pas un peu aussi une difficulté technique, algorithmique, qu'on ne sait pas encore aller plus loin? Voilà, il y a de grosses questions derrière ça quand même. Voilà, en guise de réaction. Pour compléter la réponse, ça me rappelle aussi un autre article que j'avais lu dans Roundtable ou Search Engine Land, je ne me souviens plus vraiment, mais en tout cas, ça disait qu'en fait, lors d'une recherche sur un objet, il y avait à peu près 8 internautes sur 10 qui en fait cliquaient pas sur la première ou la deuxième position, mais sur la marque avec laquelle ils étaient le plus affinitaires. En fait, ça montre vraiment que dans le choix des internautes et en termes de marketing, la part de l'affect est vraiment très importante. Google la quantifie absolument pas aujourd'hui et n'en prend pas du tout compte et préfère évaluer des critères vraiment mathématiques. Mais en tout cas, l'internaute, lui, c'est une part importante de son choix, l'affect. Voilà. Et pour un dernier rebond quand même sur ce que vient de dire Elder, Google officiellement nous dit quant à la popularité et l'affect que l'utilisateur a avec une marque que les taux de clic, les CTR, n'entreraient pas en compte dans les critères de classement d'une page dans ses résultats. Et pourtant, il y a une multitude d'études, Rand Fishkin, Will Critchlow et d'autres à travers le web qui montrent le contraire parfaitement. C'est-à-dire que, notamment en période événementielle, liée à une actualité, l'engagement d'un utilisateur avec le résultat va ponctuellement influencer sa position et c'est, on l'a prouvé par A plus B. Mais officiellement, Google ne le dit pas. Je crois qu'il a un peu peur de balancer un peu la vérité là-dessus, parce que ça pourrait être détourné, je suppose. Mais j'ai quand même le sentiment que cet affect, d'une façon ou d'une autre, est pris en compte. Alors, est-ce que c'est comme un biais, pris comme un biais aujourd'hui dans l'algorithme de Google, ou est-ce que c'est véritablement muselé et cadré? Je ne sais pas. Comme il ne dit pas grand-chose, j'ai envie de dire que c'est peut-être un biais, mais il y a peut-être quelque chose à dire. En tout cas, c'est assez passionnant à suivre. Eh bien, merci à tous les trois, messieurs, pour votre expertise et vos réactions. C'est la fin de ce deuxième numéro du WAMcast. Merci à vous surtout de nous avoir écoutés. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir, que ce soit sur le site de WAM Référencement, donc wam-référencement.fr, ou sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur Twitter, @wamref. Réagissez, posez vos questions, donnez votre avis, n'hésitez pas. Et nous, on va se retrouver très très vite pour un nouveau rendez-vous autour du SEO. Et je vous dis à très bientôt.